Écoutons un extrait du livre d'Alain Juppé sorti en 2009 et intitulé Je ne mangerai plus de cerises en hiver, extrait qui évoque le président de la République Jacques Chirac entre 1995 et 2006. Chirac a, avec la vérité et la contre-vérité, une relation confuse. Je l'ai entendu proférer des affirmations stupéfiantes qui en contredisaient d'autres, récentes et tout aussi péremptoires. On lui reproche de ne pas tenir ses promesses. Sans doute parce qu'il a lui-même abusé de la formule « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Ce n'est pas vrai enfin, pas plus vrai pour lui que pour l'honnête moyenne des hommes politiques. Sa relation avec l'argent est irréelle. Quand on a vécu 30 ou 40 ans dans des palais nationaux et municipaux, la perception des contraintes de la vie quotidienne doit s'émousser. Sa capacité de résistance à autrui, dans le colloque singulier, est limitée. Curieusement, j'ai eu souvent le sentiment qu'il redoutait l'affrontement avec ses amis, entre guillemets, tout autant sinon plus qu'avec ses adversaires. Séguin, par exemple, lui faisait peur. Il n'aime pas la violence, même verbale, ni la colère, surtout quand elle n'est pas rentrée. Combien de fois lui ai-je dit « Vous ne comprenez rien à Sarkozy, vous ne l'amadorez pas à force de concessions. Tant qu'il ne sent pas de résistance, il avance vers son objectif. » Il ne m'a pas écouté. L'a-t-il seulement voulu? Il pratique avec un art consommé la technique des deux fers au feu. Je ne suis pas sûr qu'au moment même où il me conseillait de me préparer, il n'encourageait pas Sarkozy à poursuivre. Il est ainsi fait et je n'arrive pas à le lui reprocher. À Matignon, j'ai trouvé en lui un soutien constant et sans nuance. Dès le départ, il m'avait confié « Mon objectif, c'est de garder le même Premier ministre pendant toute la durée de mon mandat. » J'étais tenté de le croire. Il m'a donné la preuve de sa sincérité quand, en novembre 1996, je lui ai proposé de démissionner. Il a refusé. Giscard, quelques mois plus tard, me dit sans ménagement qu'il avait commis là une belle erreur. En regardant le téléfilm L'Enfer de Matignon, j'ai découvert tout récemment que Villepin partageait cette opinion. Au fur et à mesure que la campagne électorale qui suivit la dissolution d'avril 1997 se gâtait, le moins qu'on puisse dire est qu'il se fit discret. Sauver le soldat Juppé ne devait quand même pas conduire au sacrifice suprême. Avec le recul, je constate qu'il avait raison. Il valait mieux sauver l'essentiel. Confiance, ai-je dit. En dépit des tribulations de 32 ans de vie politique commune, je répète confiance. Quand le temps de l'analyse suivra celui de la passion, j'ai confiance qu'hommage sera rendu à son œuvre. J'entends souvent railler son absence totale de conviction et son opportunisme cynique. Cette caricature s'est construite sur l'ignorance de ce qu'il est vraiment. Pragmatique sans aucun doute, capable de s'adapter avec souplesse aux situations les plus diverses. Mais après tout, en politique, n'est-ce pas une qualité majeure? Ceux qui l'ont connu dans les débuts de sa carrière corrézienne rappellent les influences radicales qui, sur la terre du petit père Cueil, le marquèrent alors. Ce qui me frappe davantage, c'est la continuité de certains de ses engagements, à commencer par sa détestation des thèses et de la sensibilité entre guillemets de l'extrême droite. J'ai été témoin à plusieurs reprises des pressions qu'il a subies, de la part de nombreux parlementaires de son propre parti, pour se montrer plus accommodant avec Le Pen. Il n'a jamais cédé. Il est resté inébranlable dans son rejet du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie. Et telle ou telle petite phrase maladroite, prononcée en pleine campagne électorale à Paris, ne change rien à l'affaire. Sa constance lui a d'ailleurs coûté politiquement cher, car Le Pen lui a rendu la monnaie de la pièce en le combattant farouchement et même haineusement. La communauté juive de France n'a pas oublié le discours qu'il a prononcé le 16 juillet 1995 lors du 53e anniversaire de la grande rafle du Veldiv. Oui, la folie criminelle de l'occupant
a été secondé par des Français, par l'État français. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Personne avant lui n'avait prononcé ces paroles. Continuité aussi dans l'engagement européen. On m'opposera peut-être certaines de ces prises de position des années 1970-80, période où les gardiens de la vulgate gaulliste, à commencer par Michel Debré, faisaient preuve d'une extrême vigilance. On connaît mon point de vue sur la question. Il y a toujours eu chez les gaullistes un courant souverainiste et un courant européen. Chez les gaullistes et dans la pensée de l'action du général de Gaulle lui-même, qui dénonce le volapük bruxellois, mais fait entrer en 1958 la France dans le marché commun, alors que beaucoup lui conseillent de temporiser. Depuis 1986 en tout cas, et la ratification de l'acte unique, qu'en tant que Premier ministre il imposa à ses troupes parlementaires, je trouve chez Chirac une grande constance européenne. En 1992, en militant avec Balladur, moi-même et quelques autres pour la ratification du traité de Maastricht, il assure le succès d'un référendum incertain. En 1998, avec Tony Blair, il fait franchir à la politique de défense et de sécurité commune un pas décisif. Il soutient sans faillir l'action que mène mon gouvernement pour qualifier la France à l'euro. Il s'engage à fond pour le projet de réforme des institutions européennes qu'il est, avec Joschka Fischer, l'un des tout premiers à baptiser Constitution. L'échec du référendum de 2005 est certes son échec, c'est aussi le nôtre, celui de tous ceux qui continuent à partager l'idéal européen. Quant à son prétendu immobilisme, le reproche me fait sourire. J'ai le souvenir des grands changements que nous avons menés à bien ensemble. Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin pourraient porter le même témoignage. Dénoncer l'incurie de ses prédécesseurs pour mieux faire ressortir l'audace de ses propres ruptures est un exercice obligé dans la conquête du pouvoir. Il ne faut pas s'en offusquer. Sur la scène internationale, en de nombreuses circonstances, il a su voir juste et tenir le cap. Il fallait du courage pour dire aux Américains qu'ils faisaient fausse route en Irak et exprimer tout haut ce que la plupart des gouvernants et des observateurs pensaient tout bas. J'ai été heureux et fier de prononcer, le 26 février 2003, à la tribune de l'Assemblée nationale, au nom du groupe de l'UMP, le discours qui soutenait son engagement en affirmant notamment « Je le dis avec force à nos amis américains, la grande majorité du peuple français ignore le sentiment d'anti-américanisme. Mais pourquoi faudrait-il que l'amitié et l'alliance, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous interdisent la franchise ?» C'est l'épaisseur humaine du personnage qui m'aura le plus impressionné. Son attention aux autres, aux plus modestes, loin des micros et des caméras. L'esprit de modération qu'on lui reproche aujourd'hui, et qui n'est pas de la pusillanimité, mais plutôt le respect des êtres et des choses, de la complexité du monde qui souffre tant de brutalité. La capacité de se mobiliser pour des causes nouvelles, la lutte contre le sida dans cette Afrique qu'il aime si charnellement, ou la croisade pour sauver la maison Terre qui est en train de brûler. Au total, on comprendra que j'ai de l'estime et de l'affection pour Jacques Chirac, que je reste fier d'avoir été et d'être son ami. En octobre 2006, je me dis que le moment de prendre position allait venir, et je décidai d'annoncer d'abord la couleur au président lui-même. Il est même interrogé de temps en temps sur la façon dont je voyais la conjoncture politique. Il m'écoutait attentivement, puis me donnait en retour sa propre vision des choses. Lors d'une de nos conversations autour d'un gin tonic, j'attaquai sans ménagement la question de sa propre candidature et lui dis tout de go « Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. » Il ne broncha pas. Je poursuivis. Dans ces conditions, la seule chance de victoire pour notre camp, c'est Sarko qui la détient. Je ne suis pas en mesure de me présenter car ma condamnation récente m'entravera comme un boulet au pied. Et je ne vois personne d'autre qui puisse relever le défi. Ni Raffarin ni Villepin, tous deux affaiblis par leur passage à Matignon. Dans la génération des quinquas et des sexas, il n'y a personne d'autre. Et les plus jeunes ne sont pas mûrs. Nous avons, sous-entendu vous avez, laissé Sarko se rendre incontournable. Il faut maintenant assumer que cela nous plaise ou non.
Je sentais que, au fond de lui-même, il partageait mon point de vue, mais il ne voulait pas encore l'admettre, du moins devant moi, et continuait à me conseiller de jouer la montre. Je revins à la charge plusieurs fois. Sarko n'avait pas encore déclaré officiellement sa candidature, mais c'était un secret de polichinelle. Il y pensait, confiait-il à la presse, tous les matins en se rasant. Il faisait campagne à sa manière, c'est-à-dire sans répit, dans ses habits de ministre de l'Intérieur ou de président de l'UMP selon les moments. Le risque de confusion des genres ne le gênait nullement.